Estimé à plus de 45 milliards de francs CFA, le chef de la division au financement d'infrastructures de la BAD et ses collaborateurs ont eu une séance de travail avec le chef de l'État, Mézid Tassa Anvaripour, et ici au micro de Pape Biram Biguendiaï. This meeting was on the new airport project. We would like to reiterate our assurance to the President. Il s'agit d'un projet très important pour faire du Sénégal la plaque tournante de l'aéronautique en Afrique et même dans le monde. Nous avons donné toutes les garanties au chef de l'État pour la reprise et l'achèvement des travaux de l'aéroport international Blaise Diagne. Nous sommes tombés d'accord sur les différentes modalités liées à la poursuite des travaux qui vont coûter 70 millions d'euros. Nous comptons finir le chantier en 2014. Vous savez, la Banque africaine de développement est un partenaire privilégié du Sénégal et nous voulons accompagner le chef de l'État pour la réussite de sa mission. Pour rappel, la fin des travaux de l'aéroport est prévue en 2014. Après 2 mois d'exécution du plan Orsec, organisation des secours, c'est l'heure du bilan. Le chef du gouvernement, Abdoul Mbaye, a salué le travail abattu par l'état-major du plan Orsec, tout en lui réaffirmant la volonté de l'État pour une gestion durable des inondations. Pour ce faire, une table ronde est prévue au mois de décembre avec les bailleurs pour boucler la première tranche du financement, estimée à 61 milliards de francs CFA. Ibrahim Ndong. Août 2012, Dakar donne l'image d'un grand bassin. Les inondations dictent leur loi. Nous sommes précisément le 26 août 2012. Des pluies diluviennes viennent de s'abattre sur la capitale et ses environs. Devant cette situation, agir devient une impérieuse nécessité. Le plan Orsec est alors déclenché. Après plus de 2 mois d'exécution, l'heure est au bilan. Nous avons présenté les réalisations au niveau des différents groupes opérationnels. Notamment en termes de pompage des eaux, les réalisations qui tournent autour de 13 500 000 m3 environ d'eau qui ont été évacuées, et ceci pour libérer quelques 7 317 sites. Pour libérer quelques 169 écoles sur 170 qui étaient inondées, pour libérer 20 établissements sanitaires, pour libérer 32 lieux de culte, mais également pour libérer 614 routes et 18 places publiques. Les inondations favorisent souvent des maladies comme le paludisme, le choléra, entre autres. Pour limiter les dégâts, le concours du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été déterminant. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale dirigeait une commission qui s'occupait de santé et entraide. Il se trouve que cette commission a permis d'apporter des soins aux sinistrés, mais également à faire beaucoup de prévention dans le cadre des actions du service d'hygiène et de l'éducation pour la santé. D'importants moyens ont été mobilisés pour trouver des solutions immédiates, mais pour le chef du gouvernement, une gestion durable reste la réponse définitive au problème des inondations. Des décisions importantes qui ont été prises par le chef de l'État. Décision de consacrer un conseil présidentiel à la question avec une distinction faite entre un plan d'urgence à financer dans le cadre de l'année qui vient, de préférence avant le prochain hivernage, bien évidemment, et un plan qui va au-delà, à caractère décennal, qui apportera les véritables solutions structurelles. Le budget global du plan Orsec s'élève à près de 5 milliards de francs CFA, un budget qui n'est toujours pas bouclé selon les autorités. Par ailleurs, le Premier ministre n'a pas taré d'éloges à l'endroit des bonnes volontés pour leur soutien aux sinistrés. Gestion des infrastructures au sein des collectivités locales. Sur le sujet, les chefs de division des infrastructures et de planification ont bénéficié d'une formation grâce au PNDL. Le programme national de développement local vise ainsi à promouvoir la gestion efficace des ouvrages publics par les agences régionales de développement. Ibrahim Assadi. Il existe de nombreux comités de gestion des infrastructures, hélas, qui ne fonctionnent pas souvent en milieu rural. Résultat, les nombreux investissements consentis à des dizaines de millions ne fonctionnent pas souvent à plein régime. Aujourd'hui, le PNDL veut rompre particulièrement avec l'image hideuse consistant à voir des investissements en ruine quelques années seulement après leur mise en service.
d'où la mise en œuvre d'une session pratique de formation des formateurs sur la gestion des infrastructures. La pertinence de l'atelier porte sur le fait que nous avons essayé de réunir l'ensemble des outils nécessaires pour que les acteurs locaux qui sont bénéficiaires de ces ouvrages puissent avoir les capacités nécessaires leur permettant de gérer au quotidien les ouvrages dont ils ont besoin pour pouvoir véritablement les rendre durables, les pérenniser. Pour les différents participants, les sessions de formation sur la gestion des infrastructures offrent un cadre de référence méthodologique et procédural pour la conduite des différentes étapes dès la planification des interventions de terrain jusqu'à la pérennisation des services mis en place. Nous avons essayé aussi d'appliquer la stratégie de formation et de communication qui a été élaborée par le Programme national de développement local. Nous pensons qu'il faut former des formateurs qui, à leur tour, vont démultiplier cette formation sur le terrain. Mais la cible de cette formation finale serait effectivement les comités de gestion qui vont gérer et entretenir les ouvrages qui ont été mis en place par le Programme national de développement local, mais également par les autres partenaires techniques et financiers. C'est donc tout le sens qu'il faut donner à cette dite session qui vise à donner aux principales cibles un outil méthodologique pour la gestion des infrastructures, mais aussi, c'est le plus important, pour permettre aux différentes parties prenantes de mettre en place ou de rendre plus fonctionnels tous les comités de gestion mis en place. Préparation du Magal de Touba. Cette année encore, la RTS ne veut pas être en reste. Le nouveau directeur général, Racine Talla, à la tête d'une forte délégation, était dans la ville sainte pour une séance de travail avec le comité d'organisation. Tous les points en vue d'une bonne couverture médiatique de l'événement ont été évoqués. Le point avec Abibou Mbaye. Vendredi à Touba, seule destination, la Grande Mosquée. La délégation de la RTS, conduite par le nouveau directeur général Racine Talla, a été conduite par Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, jusque dans le Saint des Saints, pour participer à cet acte de dévotion. Et ensuite, bénéficier des prières de l'imam Ratib. Des prières pour un Magal réussi où la RTS sera au cœur du dispositif communicationnel. Communication du Magal confiée à Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma qui définit, comme chaque année, les grandes lignes et les grands axes. Au menu, caravane, forum, découverte, table ronde, voyage sur le site de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Le travail de cette année sera plus important. Il y aura une caravane nationale de Mbacké Bari, Saint-Louis, Dakar, Thiès jusqu'à Mbacké Bawol. Il y aura des expositions, des films documentaires, des conférences, des visites aux chefs religieux pour sensibiliser sur le Grand Magal de Touba. Un forum est également prévu pour le 15 décembre à Dakar pour parler de la contribution du mouridisme dans le développement économique, social et politique du Sénégal. Avec l'accompagnement de la RTS, cette séance de travail fructueuse a permis à son directeur général de s'engager à la hauteur de ses moyens, de son professionnalisme et de ses ressources humaines. Ce que nous saluons, c'est vraiment l'esprit d'organisation de la commission communication du comité d'organisation du Magal. Et pour cette édition 2012-2013, je pense qu'il y aura peut-être de nouveaux ingrédients pour renforcer ce qui a été fait jusqu'ici et saluer le travail des équipes de la RTS, dont le professionnalisme aujourd'hui est reconnu par tout le monde. Et nous pensons qu'avec le comité d'organisation, surtout la commission communication, nous parviendrons à assurer une large diffusion de ces événements et de ces manifestations pour davantage sensibiliser les fidèles musulmans et disons les Sénégalais de façon générale sur l'enseignement du Cheikh. Les enseignements du Cheikh qui, il faut le reconnaître, ont une portée nationale, une portée africaine, voire une portée universelle. Et donc c'est le pari de la réussite,
C'est le pari du professionnalisme et le pari aussi de la qualité avec toutes les équipes de la RTS qui sont mobilisées. Le Magal de cette année est certes plein d'innovations, mais Serigne Bassirou Abdou Khadre a dit toute sa confiance au directeur général de la RTS qui, nous renseigne-t-il, n'est pas un terrain inconnu pour avoir toujours donné son expertise au comité d'organisation du Magal. Après Touba, cap sur Kerngana, le village de retraite du Khalife général des Mourides à 70 km de la ville sainte. Pas de caméra durant l'audience avec Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Une audience fort appréciée par le fils du Khalife, Serigne Cheikh Bara Matiley, qui a prié pour le directeur général, pour la RTS et pour une réussite de la 118e édition du Grand Magal de Touba. Sur l'international, nouvelle journée de violence entre Israël et la branche armée du Hamas. De nouvelles roquettes ont été également tirées en direction de Tel Aviv. Les bombardements se sont intensifiés sur Gaza. Bilan, 12 Palestiniens tués. Ont pris possession des ruines. Première frappe dans le camp de Jabalia, une des plus fortes densités de population au monde. C'est arrivé ce matin, un tir de F-16. Il y avait 8 personnes dans la maison, il y a des blessés mais pas de morts. Selon nos informations, l'armée israélienne visait le numéro 3 du Hamas. Son frère possédait ici un appartement. Le voisinage n'est pas forcément au courant, alors on ne comprend pas pourquoi le quartier a été ciblé. Le propriétaire du bâtiment est un homme qui enseigne le Coran, un vieil homme. Il a 70 ans. Dans le centre-ville, certaines artères sont complètement désertes. Il faut les traverser rapidement. C'est le signe que des cibles potentielles sont à proximité. 2 heures après, la zone est effectivement bombardée. Un balai d'ambulance au rythme des frappes. L'hôpital Al-Shifa est débordé. Le chef des urgences prend quelques minutes pour nous parler. Nous recevons des blessés civils toutes les 15 minutes. Parmi les blessés, plusieurs enfants. Malek, 2 ans, a reçu un éclat dans la tête. Elle se trouvait chez elle au moment de l'impact. Cet homme a eu plus de chance. Il était également chez lui cette nuit lorsque le quartier général du gouvernement du Hamas a été pulvérisé. 4 missiles sont tombés sur les bureaux vides d'Ismaïl Haniyeh. Le chef du gouvernement de Gaza s'y trouvait encore hier. L'humiliation pour punir les condamnés responsables de petits délits, c'est la trouvaille de quelques juges américains. Ils obligent les condamnés à se rendre sur les lieux du forfait en portant pendant quelques heures une pancarte où leurs fautes sont décrites. Et ça marche, vous allez voir. Shena Hardin n'emmène pas large face à ce juge de Cleveland, État de l'Ohio. Son délit a été filmé sur un téléphone portable. Cette secrétaire a osé doubler un bus scolaire en empruntant le trottoir. Son châtiment sera public. Vous porterez un panneau blanc sur lequel votre forfait sera inscrit au marqueur noir et en lettres capitales. Cette semaine, cette femme de 32 ans a dû exécuter sa peine 2 heures debout sur les lieux de son délit. Conformément au souhait du juge, le panneau dit que seule une idiote pourrait rouler sur un trottoir. L'humiliation publique amuse certains passants et beaucoup approuvent la sentence. Le trottoir, c'est fait pour les piétons, pas pour les voitures. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Et quand elle pose le panneau quelques instants pour pianoter sur son téléphone ou fumer, il y a des mécontents. Elle lâche son panneau, elle s'appuie dessus. Moi j'aurais mis un garde à côté d'elle pour être sûr qu'elle fasse bien ce qu'on lui a demandé. Et puis pas d'écouteurs dans les oreilles, pas de cigarettes. La jeune femme se cache parfois derrière son panneau et tente vainement d'échapper aux questions des journalistes. Je vais juste exécuter ma peine et retrouver ma vie normale et vous devriez tous en faire autant. Ces sentences alternatives ne sont pas rares aux États-Unis et elles ne suscitent guère de polémique. En Floride, cette autre jeune femme a été condamnée à marcher dans son quartier, panneau à la main. Elle y admet avoir volé dans un magasin. Les juges, adeptes de ces punitions, estiment qu'elles sont très efficaces pour éviter la récidive. En tout cas, elles sont très appréciées par la population, sauf par les concernés, bien sûr. Retour au Sénégal pour parler du 10e congrès de la CNTS, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Occasion pour les membres de la centrale de se pencher sur les défis qui interpellent les travailleurs. L'unité syndicale est proposée comme solution. Compte rendu signé Salusek.
C'est dans une salle archi-comble du Grand Théâtre que s'est tenue la cérémonie d'ouverture du 10e congrès de la CNTS. Plus de 1000 délégués ont pris part à cette manifestation dont le thème est l'unité syndicale. Le syndicalisme au Sénégal est sommé et obligé de répondre à l'exigence unitaire qu'expriment les travailleurs et qui appelle la situation sociale. Chers camarades, notre syndicalisme a longtemps été marqué par une longue crise d'identité et de légitimité. Il est confronté à des contradictions qui s'imposent. Dans son rapport d'activité, Mody Guiro est revenu sur ses réalisations comme la mise en place de la mutuelle d'épargne et de crédit pour la solidarité ouvrière. Il a salué par ailleurs la mise en place de la coalition des centrales syndicales du Sénégal. Nous devons poursuivre notre travail de consolidation et de massification de notre organisation, la CNTS. Il s'agit de renforcer notre unité et notre solidarité dans la CNTS, au sein des organisations affiliées, avec les autres centrales affiliées à la Confédération nationale, la CSI. Et je voudrais saluer ici l'initiative des centrales syndicales affiliées à la CSI qui viennent de mettre sur pied la coalition des centrales syndicales sénégalaises. Et j'espère que cette nouvelle expérience permettra aux travailleurs du Sénégal de parler d'une seule voix. Le congrès a vu la présence d'autres syndicalistes d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Venu présider cette rencontre, le ministre de la Fonction publique et du Travail a réaffirmé l'ouverture du gouvernement au dialogue. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, par ma voix, réaffirment ici leur volonté de faire du dialogue social, de la concertation à tous les niveaux, le principe directeur de leur démarche dans la solution des problèmes nombreux et complexes auxquels notre pays fait face et qui appellent une solution urgente. Dans un tel contexte, l'attitude du mouvement syndical est d'une contribution décisive. Élu pour un nouveau mandat, Mody Guiro souhaite continuer à lutter pour l'amélioration des conditions de travail. Il compte faire de l'extension de la protection sociale une réalité. 2 ouvrages pour 2 villages, Windu Nodi et Polel Diaobé, Siamatam. Les 2 ouvrages financés par les émigrés originaires des 2 localités avec l'appui de leurs partenaires ont été restitués par leur maître d'œuvre, nous dit Maman Moussaïan. C'est la fête au village ce matin. Polel Diaobé vient de sortir de plusieurs décennies de calvaire. Polel était raccordé à Orkodieré à 5 km, mais la pression de l'eau, l'indisponibilité des réseaux ont amené les 3500 habitants de Polel Diaobé à la mise en place d'un forage. Nous avions un manque d'eau crucial. On a élaboré ce projet qui se chiffrait à peu près à 100 millions. On ne pouvait pas supporter le coût. Le PAISD nous a promis 70 millions. Donc on s'est lancé. L'ouvrage a été réalisé grâce à l'appui du Conseil général de Yvelines en France, l'Association pour le développement de Polel Diaobé, la Brigade des puits et forages de Matam, le PAISD, les ressortissants de Polel Diaobé en France. Recevez et transmettez à cet effet donc la reconnaissance du président du Conseil régional de Matam à l'égard de son homologue du Conseil général des Yvelines. La région de Matam, monsieur le gouverneur, est la région qui a bénéficié le plus du PSD. 40% des subventions du PSD ont été investies au niveau de la région de Matam. À Wedou, Nodi et Daïba, l'eau est désormais à la portée des populations. Plus de 4750 habitants qui se rabattaient sur les puits situés dans la vallée. Un problème qui a trouvé une solution. Ce projet a coûté 110 millions de francs CFA, dont 77 millions mobilisés par le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, 22 millions mobilisés par l'association des ressortissants des villages de Wenodi et Daïba et 11 millions mobilisés par le Conseil général des Yvelines. Les ouvrages réalisés, l'heure est à présent à leur entretien. Je voudrais maintenant inviter les populations à prendre soin de ce forage qui est extrêmement important. Depuis son lancement en 2009, dans le sillage du projet Initiative de co-développement, le PAISD a permis d'asseoir un cadre d'accompagnement des initiatives des ressortissants sénégalais établis en France pour le développement économique et social de leur pays d'origine.
Maman Moussagnan, la campagne de vaccination contre la méningite a démarré. 8 régions du centre et du sud sont concernées. Au total, cela fait 35 districts. Les structures sanitaires ont mis en branle des stratégies avancées pour toucher écoles, marchés et autres lieux de grand rassemblement. C'est le cas à Diaobé et à Gouloumbou. Reportage Oumar Diaw. Gouloumbou est son nouveau pont jeté sur la Gambie. En contrebas, la vie se déroule tranquillement. Au poste de santé, on s'affaire sur le matériel de vaccination contre la méningite, une maladie très dangereuse. Une maladie s'attaque à nos méninges, vraiment ça s'attaque à toute l'intégrité humaine. C'est mortel, c'est ce que j'ai expliqué aux élèves, et que c'est une maladie très dangereuse qui se présente déjà à nos portes. Au collège de la localité, le personnel et les élèves se sont mobilisés et l'équipe de vaccinateurs est venue vers eux. On doit faire une stratégie avancée. On vaccine au niveau fixe, au niveau du poste, et on fait aussi des stratégies avancées, ça veut dire au niveau des établissements. Tous les élèves présents ont eu droit à une dose de vaccin. Ils comprennent l'enjeu de cette opération. Je me suis vacciné pour éviter la méningite. C'est une maladie très grave car nous sommes dans une sous-région où il y a beaucoup de va-et-vient. À quelques lieues de là, Diaobé, centre d'échange et grand carrefour du commerce sous-régional, un accent tout particulier a été mis sur la communication. On a démarré donc la sensibilisation aussi bien au niveau de Diaobé, de Gounas, aussi bien au niveau de Vélingara, Mandadouane, parce que nous avons des secteurs où il y a à chaque fois des regroupements de personnes et dans les zones frontalières. La zone de Cabindu, il pouvait prendre au moins 4 équipes. Maximum 4 équipes pour Cabindu seulement, parce que c'est tellement vaste. Malgré l'enclavement de certaines zones et les difficultés d'accès, les équipes sont à pied d'œuvre pour atteindre au moins 95% de la cible. Au 5e jour de cette campagne, l'espoir est permis. Football cadet, le Sénégal et la Côte d'Ivoire font match nul 1 but partout cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 qui aura lieu au Maroc. Voici le résumé du match signé à Moussa Mané. Le capitaine Diène Faye est sans doute l'homme providence pour ces lionceaux qui courent derrière un but égalisateur. Mené au score dès la 53e minute suite à une sortie hasardeuse du portier sénégalais. Les Lionceaux doivent à tout prix revenir au score pour espérer gagner ce match. Face au manque de réalisme de ses coéquipiers, c'est le capitaine qui montre le chemin à suivre. Avec un premier essai, mais son tir n'inquiète pas le portier des Éléphantaux. Le deuxième est le bon. Un tir splendide qui trouve la lucarne de la cage ivoirienne. D'un tir de 25 mètres, il remet les pendules à l'heure. Très motivés par ce but égalisateur, les Lionceaux appuient sur le turbo, histoire de marquer un deuxième but pour se mettre complètement à l'abri. Mais leurs tentatives vont rester vaines, car devant, il y a une défense des Éléphantaux pour stopper les appétits des Lionceaux. Le score en restera là jusqu'à la fin du match, un résultat satisfaisant en attendant le match retour dans quelques jours à Abidjan. Nous restons avec Moussa Mané pour nous parler de cette première édition du drapeau Ahmed Dieng. Invité par le promoteur de lutte Pape Ndiaye, les combats ont opposé des champions de lutte de Diourbel et des localités environnantes. Suivons son récit. Le stade Elie-Manuel Fall de Diourbel est le lieu de convergence des amateurs de lutte le temps d'un après-midi. C'est à l'occasion de la première édition du drapeau Ahmed Dieng, fils de la localité. Une première édition organisée par le promoteur de lutte Pape Ndiaye. Parents, amis, tous mobilisés derrière le parrain pour faire de cet événement une réussite. À l'affiche des champions de lutte de la localité et d'autres contrées. L'ambiance était déjà perceptible lors des séances de bac. Passé ces démonstrations de danse, les choses sérieuses commencent. C'est ainsi que Tchad a pris le meilleur sur Modlo Junior, tandis que Yekini Junior, bien inspiré, a fait mordre la poussière à Lac de Guerre 2. Encore un autre Modlo, moins inspiré, est battu facilement par sa teug. Une belle fête de la jeunesse. Le parrain, satisfait, a remercié le promoteur, les amis.
Il a ensuite réaffirmé son engagement à œuvrer pour un développement harmonieux de la jeunesse diourbelloise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes de la RTS1. À demain, s'il plaît à Dieu. Aujourd'hui, en se promenant dans les rues de Dakar, notamment à la banlieue, tout semble aller dans le meilleur des mondes possibles. Et pourtant, cette apparence cache bien une réalité dans certains endroits, des zones gravement touchées par des inondations. Ces eaux nous viennent de l'école baraque de la mosquée et se retrouvent ici. Ma maison est le point bas. Je veille sur le niveau d'eau. J'en sais beaucoup depuis 60 ans. La clé e-Express, l'accessoire indispensable pour les bonnes affaires. Achetez la clé e-Express à seulement 19 000 francs et Expresso vous offre 19 000 francs de bonus connexion et 1 heure de connexion gratuite tous les mois. La clé vous revient donc à 0 francs. Alors, soyez du clan des winners et procurez-vous vite la clé e-Express dans une des agences Expresso. Expresso, osez rêver.